Je salue la présence donc de M. Wasilewski qui représente M. le maire de Limoges et vous salue par la même occasion toutes et tous. Donc ce soir, une conférence donnée ici même par Michel Dreyfus, conférence peut-être pas de clôture, mais de clôture, enfin d'avant-clôture, disons, de cette grande exposition qui se tient dans une des régions mères de l'économie sociale. Cette exposition a pour but de réactiver la mémoire et de mieux rendre visible ce patrimoine toujours vivant qui contribue à la grandeur du Limousin aujourd'hui. Elle a aussi pour ambition d'inciter à la sauvegarde, à l'étude, à la recherche, à la valorisation de cette histoire qui participe fortement à l'identité régionale. Un fonds dont la portée et l'intérêt culturel, scientifique, économique, touristique dépassent d'ailleurs très largement notre territoire. Cette exposition, donc, a été conçue en partenariat par la Bibliothèque francophone multimédia de Limoges et l'association Pierre de Zèle, que je vais rapidement vous présenter pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. Créée en 2008, le pôle international de ressources de Limoges et du Limousin pour l'histoire du monde du travail et de l'économie sociale, plus simplement Pierre de Zèle, est une association qui permet la coopération originale d'une pluralité d'acteurs. Il rassemble en Limousin, le plus largement possible, les personnes et les organisations intéressées, attachées ou œuvrant à la sauvegarde, à l'étude et à la valorisation de ce patrimoine. S'y côtoient des syndicalistes, des mutualistes, des coopérateurs, des militants associatifs, leurs organismes ou entreprises, ainsi que des enseignants, des professionnels de l'archivistique, des universitaires et des chercheurs en histoire, en économie, en sociologie, etc. Bien ancré dans notre région, avec son caractère unitaire, ouvert et son travail en réseau, notre association apparaît comme un cas singulier en France, notamment en ce qui concerne la valorisation de l'histoire et du patrimoine de l'économie sociale et solidaire. Après avoir organisé en 2013 une journée d'études au Palais du Luxembourg intitulée « L'économie sociale, un patrimoine pour demain », ça rejoint un petit peu le titre de notre conférence ce soir, vous en verrez les actes publiés sur la table à l'entrée. Donc, Pierre de Zèle bénéficie désormais d'une reconnaissance nationale et universitaire. Alors, les principales actions, je vais très vite, hein, je citerai deux actions emblématiques de notre activité. Hein, en 2011 et en 2012, Pierre de Zèle et son réseau procèdent au transfert des archives historiques de COP Atlantique, avec en son cœur les archives de l'Union de Limoges, un très très beau fonds. Donc le dépôt a été négocié et il est aux archives départementales de la Haute-Vienne. Actuellement, depuis 2013, donc, Pierre de Zèle procède avec le service de l'inventaire du Limousin et sous sa responsabilité à l'inventaire, c'est une première en France, hein, à l'inventaire régional du patrimoine bâti et monumental de l'économie sociale et du mouvement ouvrier en région. Donc actuellement, on est dans une phase de test et comment dire, on met en place les outils. L'exposition Solidarité en Limousin, 2 siècles d'économie sociale et solidaire, se tiendra jusqu'au 16 avril dans le grand hall de la Bibliothèque francophone multimédia à Limoges. La culture majeure qu'elle présente ne demande qu'à être sauvegardée, développée, valorisée. Ce soir, donc, c'est une conférence à l'appui qui va être produite par Michel Dreyfus, que vous connaissez peut-être. Michel est, disons, un Limousin de cœur et un grand historien français spécialiste de l'histoire du mouvement ouvrier et notamment du syndicalisme, de la mutualité et de la coopération.
Donc, il était professeur honoraire à Paris 1 et directeur de recherche au CNRS, au Centre d'histoire sociale du XXe siècle. Le titre, L'économie solidaire et sociale, une tradition d'avenir. Michel, à toi la parole. Bonsoir et merci d'être venu. Donc, je suis très content d'être à Limoges et bon, nous allons parler d'économie sociale et solidaire. Alors, première chose, on parle pas mal d'économie sociale et d'économie solidaire. On voit que la plupart des partis politiques s'y intéressent, partis républicains en tout cas. La plupart des syndicats, on voit que le MEDEF, le patronat, parle aussi d'économie sociale. Et on voit notamment que toutes les discussions qui ont eu lieu jusqu'en 2014 autour de ce qu'on a appelé la loi Hamon, qui définit l'économie sociale et solidaire, ont montré une très grande diversité des acteurs sur ce terrain. Donc, un tas de gens parlent de l'économie sociale et solidaire. J'ai même vu récemment qu'un roman, il y a quelques mois, le premier roman vient d'être fait sur l'économie sociale et solidaire. Mais quand on regarde un peu cet ensemble, on voit une grande diversité et je crois qu'il faut essayer de comprendre de quoi on parle. Et de ce point de vue, l'histoire peut nous apprendre des choses et bon, comme je suis historien, je vais un peu parler d'histoire, mais je vais aussi vous parler du présent parce que je pense que l'histoire permet largement de comprendre le présent. Simplement, pour savoir de quoi on parle, pour savoir qu'est-ce qu'est l'économie sociale et solidaire, je crois que peut-être le plus simple, c'est de voir d'où elle vient pour essayer de définir ce qu'elle est aujourd'hui. Et peut-être on pourra, comment dirais-je, en débattre. Alors, je ne parlerai pas énormément, parce que l'exposition qui est ici présentée le fera beaucoup mieux que moi, de tout ce qui s'est fait en Limousin. Je le connais, je l'ai suivi, je connais un peu l'histoire de l'Union coopérative de Limoges, je pourrais dire qu'un mutualiste qui s'appelait Jean Rougerie a été tout à fait exceptionnel dans l'histoire de la mutualité, et également un militant socialiste et syndicaliste. Voilà quelque chose de tout à fait curieux et même exceptionnel si on regarde au niveau national. Je connais tout cela, mais je ne vais pas faire la paraphrase de l'exposition parce que, bon, vous l'avez vu, vous la verrez, et je pense que ça n'apporterait pas grand-chose. Donc, je me situerai plutôt sur un plan plus général en essayant de définir effectivement de quoi on parle. Alors, on va partir d'abord d'une simple définition. L'économie sociale ou l'économie sociale et solidaire, je reviendrai là-dessus sur la distinction entre les deux à la fin de mon exposé, quand nous aborderons des périodes très contemporaines. Ce sont globalement un ensemble, ça je crois qu'on peut être tous à peu près d'accord là-dessus, un ensemble formé par les coopératives, les mutuelles et les associations. Bon, là, je crois que sur ce point, on peut être absolument en gros d'accord. Simplement, il se trouve que ces trois mouvements qui sont très importants, je vais y revenir, ces trois mouvements ont une histoire qui est souvent mal connue. C'est d'ailleurs pourquoi le travail que vous faites ici à Limoges est tout à fait important, tout à fait essentiel, et il faudrait le faire aussi ailleurs qu'à Limoges. Cette histoire est mal connue, et en plus, elle s'encombre parfois, c'est-à-dire qu'on la traite un peu, elle s'encombre parfois de quelques idées fixes ou de quelques mythes qui ne facilitent pas les choses. Donc là aussi, je crois qu'il faut essayer de voir ce qu'il en est et remonter dans le temps pour aller jusqu'à aujourd'hui, pour savoir exactement de quoi il est question. Je vais donc organiser mon propos en trois grandes parties. Alors je m'excuse, je vais remonter à des périodes assez anciennes. Je vais remonter, mais ce sera très vite, au début du 19e siècle. Après,
je ferai un état des lieux de ce qu'était l'économie sociale en France à la veille de la Grande Guerre. Dans une deuxième partie, je montrerai comment, si les mouvements d'économie sociale, c'est-à-dire les coopératives, les mutuelles, les associations, continuent de se développer, l'économie en tant que telle, l'économie sociale, en tant que telle, disparaît complètement de la scène. Et elle va disparaître pour une longue période, puisqu'elle va disparaître pendant près de 50 ans. Il faut attendre, en effet, et ce sera ma troisième partie, l'année 77, pour que la notion d'économie sociale revienne sur le devant de la scène. J'essaierai d'expliquer et le pourquoi et le comment. Et dans cette troisième partie, je distinguerai, je verrai comment tout ceci s'est passé, et j'essaierai aussi d'avancer quelques pistes de réflexion dans la différence qu'on peut faire entre l'économie sociale et solidaire, sans me cacher que je sais qu'il y a d'énormes débats là-dessus, et que, bon, on discute beaucoup, on écrit beaucoup, etc. Donc, c'est un point de vue parmi d'autres. Mais, bon, là encore, je pense que l'histoire peut nous apprendre un certain nombre de choses. Alors, premièrement, donc, l'économie sociale, et c'est hier, je crois qu'il faut, l'économie sociale, il faut toujours partir, quand il y a une expression, il y a un mot, de qui l'a formulé pour la première fois. À ma connaissance, je dis bien à ma connaissance, c'est René de Chateaubriand qui, en 1802, en Atala, parle de l'économie sociale. Il, évidemment, dans une société évidemment agricole, on est au tout début du XIXe siècle, la révolution industrielle n'a pas encore eu lieu, on sort à peine de la Révolution française, la France a plus de 80%, 85% de la population est paysanne, donc évidemment, Chateaubriand réfléchit dans le cadre d'une société rurale. Et puis, quand on regarde ce que j'ai fait, évidemment, un peu ce qui se passe ensuite, on voit que cette notion d'économie sociale est reprise, et là je m'inscris tout de suite en faux contre une vision historique un peu limitée, cette notion est reprise par un certain nombre de courants de pensée extrêmement différents, extrêmement divers. Je n'en donnerai que 3. Il y a, c'est ce dont on parle le plus souvent, le socialisme utopique, c'est-à-dire les premiers penseurs socialistes du début du XIXe siècle, Fourier, Proudhon, d'autres encore, mais enfin bon, je cite les plus connus. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des économistes libéraux. Je pense à quelqu'un comme Dunoyer, qui est évidemment un peu oublié. Et troisième source idéologique d'origine, Frédéric Leplay. Alors Frédéric Leplay, je m'éteins un tout petit peu dessus. Frédéric Leplay, c'est pas du tout le socialisme utopique. Au contraire, c'est quelqu'un qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de réactionnaire. C'est quelqu'un de catholique qui a une vision très traditionnelle de la société, qui pense que la société doit s'organiser autour de la famille, autour du patronage, que les patrons doivent en quelque sorte être des garants pour les ouvriers. Mais Frédéric Leplay, au-delà de ses pensées, d'une part, a eu des responsabilités importantes. Il était ingénieur. Il a popularisé la notion d'économie sociale lors de ces grandes expositions universelles dont le XIXe siècle était si friand, notamment celle de 1855 et 1867. Et en plus, Frédéric Leplay, dont on redécouvre la pensée, un de mes collègues est en train de préparer une grande biographie de Frédéric Leplay, est considéré aujourd'hui comme un des inventeurs de la sociologie moderne, dans la mesure où il a fait un certain nombre d'études, de gros livres, sur la condition des ouvriers, en enquêtant de façon extrêmement moderne, en regardant leurs conditions de vie, leur logement, leur habitation, leur salaire, etc. Toutes choses qui sont tout à fait intéressantes. Vous voyez qu'une pensée peut être à la fois contradictoire, et l'image qu'on peut avoir d'une pensée peut aussi évoluer avec le temps. Tout ça pour dire que l'économie sociale s'inspire de courants idéologiques variés. Bon, ça c'est important. Maintenant, si je fais un état des lieux à la fin du XIXe siècle, parce qu'il faut quand même un peu avancer, je parlerai donc de 3 ensembles, que sont les coopératives, les mutuelles et les associations, par lesquelles j'ai commencé à définir l'économie sociale. Les coopératives.
Les coopératives, là encore, évidemment, je vais aller très vite et à la hache parce que, bon, il faudrait évidemment beaucoup plus de temps pour en parler, mais je voudrais aller au bout de mon propos. Les coopératives, le mouvement coopératif est divisé en plusieurs branches. Je ne parlerai que 3 de ces principales, ce qui ne veut pas dire qu'elles soient les seules, mais c'est le plus important. D'abord, la coopération rurale. Pourquoi ? Parce que, je le répète, la France est encore un pays rural. Donc, la coopération rurale est elle-même organisée en 2 branches, une branche très traditionnaliste, très réactionnaire, et une branche plus républicaine. Et ce qui est intéressant, tout ça prend son envol dans les années 1880 environ, et ce qui est intéressant, c'est de voir que la coopération, d'un côté comme de l'autre, est un moyen, et aussi un moyen de lutte politique, il faut le dire. Et ce qui est intéressant aussi, vous comprendrez pourquoi après, c'est que ces 2 formes de coopération mettent en place des structures, alors bon, je ne veux pas les détailler parce que là, on n'en sortirait plus, mettent en place des structures, 2 structures nationales, plus un certain nombre de structures qui permettent de commencer à s'organiser. Deuxième branche de la coopération, je vais aller par ordre de présentation économique, la coopération de production, qui est apparue en France un peu avant la coopération de consommation, dans les années 1830-1840. Elle aussi, alors elle n'est pas très importante. À la veille de la guerre, la coopération de production, c'est quoi, 25 000 personnes en France, tout au plus. Mais quand même, elle s'organise. Elle se organise de façon à l'échelon national aussi à la fin du XIXe siècle, à partir d'une organisation qui s'appelle la Chambre consultative, et elle crée aussi sa propre banque, la banque, peu importe le nom, dont un ancêtre du crédit coopératif. Troisième point, la coopération de consommation, qui elle est beaucoup plus importante, À la veille de la guerre, c'est près d'1 million de personnes, et elle-même, cette coopération de consommation se divise en 2 branches qui finissent par se réunifier à la veille de la guerre en 1912 au sein de la Fédération nationale des coopératives de consommation. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un grand débat chez les consommateurs. Fallait-il ou non être proche d'un parti politique ? Et fallait-il être proche en particulier du Parti socialiste ? Alors, après moult débats dont je vous fais grâce, et dans lequel intervient notamment Charles Gide, qui est le principal inspirateur du mouvement coopératif, la Fédération nationale des coopératives de consommation est proche du Parti socialiste, mais garde son autonomie, garde son indépendance. Il n'empêche qu'un certain nombre de coopérateurs, et pas des moindres, je pense à Maurice Alvage, je pense à Paul Ramadier, je pense à d'autres encore, sont à la fois coopérateurs et socialistes. Donc on peut dire que cette branche de la coopération est relativement proche du Parti socialiste, ce qui est moins vrai pour la coopération de production et ce qui n'est pas vrai du tout pour la coopération rurale, qui, elle, est beaucoup plus proche du Parti radical fondé au même moment. Bon, nota bene, une remarque, toutes ces organisations coopératives ont leur structure nationale. J'insiste sur ce point, je vais vous expliquer pourquoi ensuite. Si on voit maintenant du côté de la mutualité. La mutualité est un mouvement ancien qui est apparu en France à la veille, enfin à peu près avec la Révolution française, qui s'est développé avec la Révolution industrielle, qui a une histoire compliquée que je ne peux pas relater ici. En 1914, il y a en France quelques 4 millions, je dis bien 4 millions de mutualistes. Et alors la mutualité est proche aussi d'un parti politique, mais elle n'est pas proche du Parti socialiste, elle est proche du Parti radical. Elle s'est donnée une organisation nationale qui s'appelle la Fédération nationale de la mutualité française, organisation qui existe toujours, plus connue sous le vocable de mutualité française. Et cette organisation a été créée en 1902. Vous voyez, tout ceci se passe exactement au même moment, soit à la fin du XIXe siècle, soit au début du XXe. Et j'attire votre attention sur le fait que quand on regarde ce qui se passe en France, on voit que les partis politiques et les syndicats se constituent au même moment. Je ne prendrai que 3 exemples.
Le Parti radical est fondé en 1901. Le Parti socialiste SFIO est fondé à partir de plusieurs organisations en 1905. Et la CGT a été créée 10 ans plus tôt. Donc on voit vraiment que pendant cette période se mettent en place des organisations nationales. Elles se mettent en place, sauf dans le troisième acteur qui nous intéresse ici, les associations. Alors les associations ont une histoire beaucoup plus compliquée, infiniment plus compliquée, et je pense que cette difficulté n'a pas dû être facile à résoudre, notamment dans le cadre de l'exposition, mais bon, l'histoire des associations est peu connue en France, et contrairement au mouvement précédent, il y a une multitude d'associations en France dont l'histoire est complexe. Alors évidemment, il y a la loi de 1901 sur les associations, ça va sans dire, mais, et on le verra longtemps dans la suite de cette histoire, on verra que les associations constituent un flou, une nébuleuse extrêmement vague. Alors il y a tout dedans, il y a tout. Il y a de l'éducation populaire, il y a des associations catholiques qui font œuvre charitable, œuvre pour la pauvreté. Il y a des actions sportives, musicales, intellectuelles. Enfin, c'est vraiment un kaléidoscope incroyable. Et encore une fois, contrairement au mouvement précédent, ces associations n'ont pas de parole nationale. Imaginez quelque chose d'extrêmement mouvant, extrêmement bon. Et c'est plus difficile de parler d'un mouvement. Alors, évidemment, les débats de société qui existent à l'heure se répercutent au sein des associations. C'est-à-dire que, pour faire court, et je n'entrerai pas dans les détails, je ne peux pas ici, il y a des associations catholiques et des associations laïques. On est à une époque où ce débat est très vif en France. Vous savez qu'en 1905, la loi de séparation de l'Église et de l'État va trouver une sorte de compromis. Enfin, quand même, les querelles sont très vives. Elles vont rester en France jusqu'aux années 1970, même peut-être après. On pourra en débattre. Donc, on voit qu'on a quelque chose de tout à fait important. Si je conclus sur cette première période, je fais quelques remarques. La première, donc, c'est la diversité des sources d'inspiration de l'économie sociale. Puisque, pour faire court, on peut aller chercher du côté du socialisme, ou le socialisme utopie, ou plus rapidement le Parti socialiste, dont est proche la Fédération nationale des coopératives de consommation. Mais il existe aussi une influence radicale. Elle est très forte au sein de la mutualité française. La Fédération nationale de la mutualité est proche du Parti radical. Par contre, elle est très éloignée du Parti socialiste. Et il existe enfin une source chrétienne à partir de Frédéric Leplay et à partir des continuateurs de la pensée de Frédéric Leplay. Je n'en cite qu'un, c'est Émile Chesson, qui est notamment un des fondateurs d'une institution extrêmement originale qui s'intéresse de très près à l'économie sociale, qui s'appelle le Musée social à Paris et que votre association connaît, qui est fondée en 1895. Donc là encore, la même année que la CGT, la même année, enfin bon, tout à fait c'est l'époque. Et Émile Chesson, comme Charles de Gide, et j'en bois à mon deuxième remarque, Émile Chesson, comme Charles de Gide, déplore quelque part le fait que le mouvement soit divisé et appelle, il faut travailler ensemble. Et Émile Chesson, par exemple, explique dans un texte que je connais que les coopérateurs répondent aux besoins du présent, en particulier les besoins alimentaires, les besoins quotidiens. Les mutualistes répondent aux besoins de l'avenir parce qu'ils commencent à y réfléchir. Ils veulent prendre en charge les problèmes de maladie et les problèmes, les problèmes de retraite. Et donc, il serait intéressant qu'il y ait une collaboration entre les uns et les autres. Je dis tout de suite, ils ne sont absolument pas entendus. Ni Charles Gide, ni, Émile Chesson ne sont entendus. Et donc, on a affaire à des mouvements importants, des mouvements massifs. J'ai dit qu'il y avait 4 millions de mutualistes en France. Pour donner un ordre plus d'1 million de coopérateurs. Pour donner un ordre de grandeur, la CGT, c'est 450 000 au mieux personnes adhérents.
Le Parti socialiste, c'est 30 000 adhérents. Le Parti radical, à peu près la même chose. Donc, vous voyez, on se situe dans des ordres de grandeur absolument différents et on a affaire à de véritables mastodontes qui sont relativement mal connus. Il y a un dernier point extrêmement important et qui va me permettre d'arriver dans ma deuxième partie, qui caractérise ces trois mouvements, c'est que tous, et en s'ignorant, sans accord, sont unanimes sur ce point. Leur projet de réalisation de société, leur action, doit se faire sans l'État. Ils ne croient pas à l'État. Et ça, c'est absolument essentiel. Et là, je reviens un peu sur cette question parce que nous allons la retrouver beaucoup plus loin et elle va me permettre aussi de passer à ma seconde partie. Je m'explique. Aujourd'hui, on peut penser, et bon, avec du plus ou avec du moins, et ce n'est pas un moindre problème, mais l'État a un rôle très important dans la société. Bon, par exemple, la sécurité sociale, quelles que soient les limites, les difficultés, etc., elle se fait dans le cadre de l'État, et que je sache, aucun homme politique ne parle de la faire disparaître. Bon, qu'elle soit peut-être réduite, attaquée, ça c'est autre chose, mais ce cadre général de l'État est acquis et pour l'instant un point acquis, même si j'y reviendrai tout à l'heure, même si on peut penser que ce rôle de l'État est moindre. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Je reviens là encore très rapidement au début du XIXe siècle. Qu'est-ce que je vois ? Je vois qu'au début, et même pendant la plus grande partie du XIXe siècle, je vois que l'État a un rôle, il sert pour l'armée, il sert pour la police, il sert pour assurer l'ordre, il sert pour assurer la justice, mais il n'intervient pas dans l'économique et le social. Et ça, c'est absolument fondamental. En d'autres termes, les énormes problèmes sociaux posés par, disons rapidement, le développement de la révolution industrielle, qui crée des conditions de travail extrêmement dures pour une classe ouvrière en développement, il n'existe à l'époque aucune législation du travail. La première loi sur le travail est une loi sur le travail des enfants qui est votée en 1844, qui n'a aucun écho. Elle est suivie d'une seconde loi en 1874 sur le travail des femmes. Elle n'en a guère davantage. Et grosso modo, jusqu'aux années 1890, l'État se désintéresse complètement de ces questions. C'est-à-dire qu'on laisse les employeurs, les patrons et les salariés face à face, mais l'État intervient très peu. Et puis, une évolution très lente commence à se faire dans le courant des années, dans la décennie 1890, l'État commence à intervenir dans ces questions. D'abord, l'État a légalisé les syndicats en 1884. Il supprime le livret ouvrier. Il crée l'inspection du travail. Il crée le ministère du Travail en 1906. Il commence à intervenir très modestement dans la protection sociale. Mais à l'époque, et là je vais dire deux mots sur un épisode dont je parle toujours parce qu'il est extrêmement éclairant. Je pense que nous sommes tous absolument d'accord sur le fait que la sécurité sociale doit être défendue. La sécurité sociale a une longue histoire qui commence là aussi, je la ferai débuter pour ne pas aller plus haut, en 1910. En 1910, il n'y avait aucun système de retraite générale en France. Certaines professions particulières en bénéficiaient pour des raisons historiques, parce qu'on avait besoin d'elles, parce qu'elles étaient en jeu, mais c'était vraiment quelque chose de marginal. C'est d'ailleurs ce qui a suscité ce qu'on appelle aujourd'hui les régimes particuliers ou les régimes spéciaux. Je passe. Bon. Mais il n'existait aucun système général. En 1910, donc à la veille de la guerre, à la période dont je vous parle, est votée, après moult vicissitudes, là aussi je passe, une loi qui s'appelle la loi sur la retraite ouvrière et paysanne, qui établit des retraites pour les salariés les plus modestes, qui leur donne une retraite à 65 ans. Bon.
On escomptait que la loi concernerait 8 millions de personnes, elle en a touché 2 à 3 millions au maximum. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette loi a suscité d'innombrables oppositions dans notre pays, de l'Église, du patronat, des syndicalistes de la CGT qui sont levés vent debout contre cette loi, des mutualistes. Bon, bref, énormément. Alors, la loi n'a pas eu le temps de faire son bienfait parce que la guerre est arrivée, mais surtout, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que dans la France d'avant 1914, l'idée que l'État puisse intervenir dans les questions économiques et sociales, cette idée, elle ne passe pas. Cette idée, elle ne passe pas. Et si je raconte cet épisode, c'est pour montrer ce rejet, pour montrer que, de ce point de vue, les mouvements d'économie sociale, les coopératives, mutuelles et associations, elles ne font, comment dirais-je, que refléter ce qui se dit, ce qui se pense à l'époque. Effectivement, ça peut nous sembler curieux et même étonnant un jour, mais vous savez, quand on a un gros avantage, nous autres historiens, c'est qu'on connaît la fin de l'histoire. Bon, mais donc, ce qu'on pense aujourd'hui n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, il faut réfléchir sur la façon dont les gens de l'époque pensaient, parce que c'est ça qui nous permet d'avancer. Et donc, encore une fois, cet épisode montre que la question de l'État, avant la Grande Guerre dont on fait actuellement cette guerre, n'était pas adoptée par la société française. Et le grand changement, et j'en arrive à la seconde partie, le grand changement avec la Grande Guerre, c'est que justement, il va y avoir un changement fondamental sur cette question, parce que la Grande Guerre, bon, c'est un cataclysme, c'est un désastre, c'est 1,3 million de morts, c'est 800 000 veuves, c'est des centaines de blessés, de mutilés, d'infirmes, etc., etc. Bon, je ne détaille pas, je pourrais. Et le fait qu'on se rend compte que pour régler ces énormes problèmes sociaux, eh ben, l'initiative privée ne suffit plus, même si on continue à faire appel, mais on se rend compte qu'il faut que l'État mette la main à la pâte. Et le grand changement, c'est que la question de l'État qui était tellement rejetée avant 1914, elle est largement acceptée, pas partout, mais très largement acceptée en 1918. Donc on a complètement changé. Et là-dessus, j'en reviens à mes 3 mouvements, coopératives, mutuelles et associations. On va voir que ces mouvements continuent d'exister, ils vont continuer de se développer, je vais donner quelques éléments, mais ils vont passer à l'arrière-plan parce que la Grande Guerre commence et au moins jusqu'à la Libération et même peut-être après, on va en discuter, la Grande Guerre les relègue au second plan. Donc les mouvements d'économie sociale continuent d'exister et de se développer, chacun de leur coin, mais l'idée qu'il puisse y avoir un mouvement unifié, c'est complètement... On ne parle plus du tout d'économie sociale. L'économie sociale disparaît. Et les mouvements, comment dirais-je, continuent. Alors bon, très rapidement, le mouvement coopératif passe de 900 000 ou 1 million de personnes à 3 millions. La mutualité passe de 4 millions, elle a perdu, mais elle a regagné après, à 9 millions. Les associations se développent aussi. Donc on voit que ces mouvements continuent de se développer, mais ils sont complètement à l'arrière-plan de la scène. Et je vais m'arrêter un instant parce qu'on ne peut pas tout dire sur la période de la Libération. La période de la Libération, parce que là, on voit vraiment que les mouvements d'économie sociale sont complètement en creux, à contre-courant et complètement à l'arrière-plan. La Libération, qu'est-ce que c'est? La Libération, c'est, comme vous le savez, c'est un moment exceptionnel dans l'histoire de notre pays où le parti de gauche, Parti socialiste et Parti communiste sont au maximum à l'apogée de leur puissance, la CGT aussi, la CFTC également, et où vont être instaurées 4 réformes décisives qui vont marquer la société française plus ou moins jusqu'à nos jours. Ces réformes, ce sont les nationalisations, la sécurité sociale, les comités d'entreprise et le statut des fonctionnaires. Bon, c'est tout à fait important. Bon,
Et que font les mouvements d'économie sociale là-dedans? On ne les voit pas. On ne les voit pas. Ils sont complètement à contre-courant pour deux raisons. Pour deux raisons. La première, je ne parlerai que des coopératives et des mutuelles, parce que les associations, c'est encore plus compliqué. Donc, ils sont d'abord, un certain nombre de leurs dirigeants, excusez-moi de le dire ici, ont fait des mauvais choix. Je ne prends que 3 exemples. La coopération de consommation a été dirigée pendant la guerre par un certain Gaston Prache. Gaston Prache, qui était venu des rangs du Parti socialiste, il a même été communiste, mais pas longtemps dans sa jeunesse. Puis après, dans la partie des années 20, il s'est intégré au mouvement coopératif. Il a pris de plus en plus de responsabilités. Là aussi, quand on regarde de près ce qui s'est passé dans la guerre, je m'excuse de le dire ici, mais c'est connu, Gaston Prache a choisi, et même très loin, d'aller avec Vichy. Évidemment, à la Libération, ça fait quelque peu déjà, et d'ailleurs, il est mis sur la touche, mais évidemment, il entache quelque peu l'image du mouvement à une époque où le poids de la résistance, le poids de la lutte contre le nazisme est aussi forte, et évidemment, même s'il y a eu certainement des résistants coopérateurs, disons que l'image de Gaston Prache et ce qu'on connaît, on connaît très mal encore l'histoire de la coopération, de consommation pendant la Seconde Guerre, montre qu'en tout cas, il y a peut-être une résistance, mais il faut vraiment la regarder de près, et il semble que le mouvement est quand même bien davantage collaboré. Si on regarde du côté de la coopération de production, c'est exactement la même chose. La coopération de production a été animée par un syndicaliste qui s'appelle Raymond Froideval, qui était un syndicaliste de la CGT, extrêmement anticommuniste, le plus anticommuniste qui soit, et qui lui aussi a comment dirais-je, été, pour aller vite, dans le camp vichysois. Et évidemment, ça aussi, ça va peser sur la coopération de production. Donc, le mouvement coopératif fait profil bas, et on le voit dans le programme du Conseil national de la résistance. On voit qu'il y a 3 mots sur la coopération. Ouais, il faudra s'occuper de la coopération, mais enfin visiblement, c'est pas de problème, c'est pas important, et je veux dire, ça passe un peu sous silence. Si on regarde du côté de la mutualité, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Ça prend des formes différentes si on regarde de très près, ce que j'ai fait, mais c'est pas mieux. La mutualité a en effet adopté, été d'accord, donné son accord en octobre 1941 avec le grand projet social de Vichy qui s'appelait la Charte du travail. La Charte du travail, c'était quoi? C'était réorganiser le syndicalisme en lui ôtant tout son caractère politique, faire coopérer patrons et ouvriers dans un syndicalisme corporatiste, dans un syndicalisme unique, un peu ce qui se faisait en Italie fasciste à l'époque, et évidemment l'idée de lutte de classe, vous pensez bien que dans tout ça, a été au deuxième plan. Bon. Et malheureusement, pour elle, la Fédération nationale de mutualité française adopte, dit la Charte du travail, mais c'est très bien, la collaboration, on a toujours été pour, ce qui est vrai, mais entre le dire en 1910 et le dire pendant la guerre, je pense qu'il y a plus de nuances. Là encore, c'est l'historien qui parle, mais tout ça pour dire que la mutualité ne peut pas non plus, là encore, même s'il y a des mutualistes résistants, notamment dans l'éducation nationale, mais pas seulement, chez les anciens combattants, j'en ai trouvé, là aussi, c'est une histoire qui reste largement à faire. La mutualité ne peut pas, comment dirais-je, se revendiquer de ses choix pendant la guerre parce que, elle a été du mauvais côté. Et d'ailleurs, elle sera ténédisée par cette expérience à tel point que Jean-Pierre Davant, qui était président de la mutualité, écrit en 1996, ce qui est complètement faux d'ailleurs, mais peu importe, on a instauré la sécurité sociale à la Libération parce qu'on voulait punir la mutualité qui s'était mal conduite pendant la guerre. C'est complètement faux historiquement, ça ne tient pas debout, mais c'est très intéressant que le président de la mutualité française dise cela. Ça montre que le souvenir de Vichy est encore très long. Et moi qui vous parle, j'ai essayé de
sensibiliser les mutualistes à leur histoire, mais les sensibiliser sur Vichy, ça c'était vraiment difficile. Je dois dire que là aussi quand même les choses bougent, c'est-à-dire qu'en 2001, la mutualité a commencé à reconnaître cela, mais enfin vous voyez, tout ça est extrêmement... Tout ça pour dire que le souvenir de Vichy et, deuxième élément, le fait qu'à la libération, l'État joue un rôle de plus en plus grand dans la société, relègue complètement les mouvements d'économie sociale à l'arrière-plan. Et alors, ils vont traverser ce que j'appellerais la traversée du désert, parce que dans la France des Trente Glorieuses, disons jusqu'au milieu des années 70, bon, ce qui a de fort en France, c'est la notion de planification, la notion d'État fort, un État fort qui organise l'économie, qui organise le social. Dans ces cas-là, même si les mouvements d'économie sociale sont importants, ils continuent de se développer, ils continuent de se transformer. Évidemment, ils ne sont pas sur le devant de la scène. En plus, ils n'ont plus aucun appui politique parce que, pour des raisons, là aussi, je n'entre pas, comment dire, dans les détails, ils n'ont plus aucun appui politique, en particulier du côté du Parti radical qui a perdu beaucoup de sa puissance à partir de la 4e République, et de son côté, la coopération de consommation se sépare peu à peu du Parti socialiste après la guerre. Donc, les mouvements sont complètement isolés sur le plan politique, ils sont complètement isolés entre eux, ils se développent, mais en quelque sorte, ils sont un peu seuls. Et puis, on arrive à la troisième partie plus récente de cette histoire, qui commence, disons, en 1977 et même un peu avant, pour deux raisons. La première, c'est que pour la première fois de leur histoire, leur longue histoire, parce que c'est des mouvements qui remontent au au courant du 19e siècle. Donc vous voyez, c'est des mouvements plus que séculaires. Ces mouvements commencent à amorcer un processus de rapprochement. Qui commence en 1978. Alors, je m'excuse, je vais donner un certain nombre de sigles. Vous savez, dans l'économie sociale adore les sigles. Je viens de finir un livre sur cette histoire. Il y a un nombre de sigles absolument pas possible. J'essaie d'en donner le moins possible, mais enfin, il faut bien en dire quand même quelques-uns. Et c'est une sorte de péché mignon, un nombre d'organisations de sigles, peu importe. Bref, un premier mouvement s'opère en 1968 au sein du Groupement national de coopération qui commence à rassembler les différentes composantes de la coopération. J'ai parlé de la coopération de consommation, de production rurale. Je pourrais parler, mais je n'ai pas le temps, de la coopération maritime, de la coopération de logement, de la coopération commerciale. Ça fait quand même beaucoup. Et là encore, quand on regarde l'histoire de ces mouvements, ce que j'ai fait, on voit que chacun travaille de son côté, mais qu'il s'ignorait superbement. Les choses changent. À partir au lendemain de 1968, ils commencent à comprendre la nécessité de s'organiser, de se regrouper. Deuxième étape s'opère dans la mesure où bientôt ce mouvement de regroupement, d'unification du mouvement coopératif concerne le mouvement mutualiste qui rejoint au sein d'un nouvel organisme, je passe sur organisme, qui rejoint quelques années plus tard ce mouvement. Puis après les associations. Donc on a un élément de taille qui est extrêmement important, c'est que pour la première fois, ce que disait Chesson, ce que disait Gide en 1902, qui n'est pas entendu, commence à se réaliser et on commence à se dire qu'il existe peut-être un ensemble formé par un secteur extrêmement large, qui n'est pas le secteur étatique, qui n'est pas le secteur marchand ou capitaliste, qui est ce qu'on appelle un troisième secteur, un tiers secteur, une économie sociale. Alors là, il y a des débats absolument compliqués, un peu, très nombreux sur les questions, mais enfin, l'idée est là. Et à partir de 1977, les trois mouvements commencent à réfléchir en termes d'économie sociale. Donc, il y a toujours trois mouvements,
Mais la grande nouveauté, c'est qu'ils commencent à réfléchir et on voit très bien les dirigeants de ces mouvements commencer à travailler ensemble. Je ne cite pas de nom, je pourrais, mais enfin bon, c'est comment dire important. Pourquoi ce changement? Il y a encore des questions qui se posent. Je pense que c'est à la fois dû à ce qui se passait au sein de ces mouvements, qui commençaient à comprendre qu'il fallait sortir de ce supervisionnement. Il y a un deuxième élément qui joue peut-être, mais bon, là qui reste encore un peu à vérifier, c'est que dans ces années-là, et même plus tôt, je pense, on peut se demander si on ne commence pas à avoir un petit recul de l'État, cette notion si importante que j'ai dit dans l'économie et la sociale. On peut se poser la question. Quoi qu'il en soit, le mouvement est lancé à partir de 1977, et on est donc peu après, survient l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1980. Et il se passe deux choses. On voit que tout un courant du Parti socialiste, le courant organisé autour de Michel Rocard, ce qu'on appelle la deuxième gauche. Vous savez que dans l'histoire du Parti socialiste, ce n'est pas fini aujourd'hui, il y a un nombre de courants, de tendances, de débats, etc. Bon, à l'époque, il y a grosso modo ceux qui disent l'État, rien que l'État, tout l'État, c'est ce qu'on appelait le CRS autour de Jean-Pierre Chevènement, et ce qu'on appelle la deuxième gauche, qui au contraire est beaucoup plus nuancée sur ce point, autour de Michel Rocard, qui est beaucoup plus nuancée sur les questions de nationalisation notamment, et qui va aider ce mouvement, cette économie sociale, qui commence, et c'est une grande première, à reconnaître la consécration officielle, ce qui n'était jamais arrivé. Et bon, là encore, on met en place un certain nombre d'organismes, d'institutions pour aider cette économie sociale. Je n'en prendrai qu'une, c'est la délégation interministérielle d'économie sociale qui est fondée en 1980 à l'initiative de Pierre Rocard avec des militants, mutualistes, coopérateurs, etc. Mais je pourrais, comment dire, en citer bien d'autres. Et dans les années qui suivent, on voit qu'au sein des mouvements d'économie sociale s'accentue ce mouvement de, comment dire, pas de concentration, mais de travailler ensemble. Là aussi, on met en place un certain nombre de structures. Je vous fais grâce des noms parce que là encore, au secours. Mais on voit que donc, ce mouvement est à la fois encouragé par le gouvernement et par Michel Rocard au sein de la gauche, et également par les mouvements de l'économie sociale qui prennent un certain nombre d'initiatives. Et je ne vais pas me citer un nom ici, celui de Jacques Moreau, qui était président du Crédit Coopératif, il ne s'appelait pas comme ça à l'époque, qui a fait énormément pour cela, mais il n'a pas été le seul, mais enfin je veux dire, parce que c'était, comment dirais-je, un grand monsieur. Alors, l'économie sociale a donc, en quelque sorte, le vent en poupe. Rassurez-vous, ça ne va pas durer. Et dès 1986, dès la première cohabitation, bon, les choses se gâtent, parce que les choses se gâtent. Et là, je voudrais peut-être pointer la différence qu'il peut y avoir entre l'économie sociale et l'économie sociale et solidaire. Alors, là encore, bon, c'est mon interprétation, elle peut évidemment être discutée, mais bon. Et là encore, il faut voir les textes. Quand on regarde les textes publiés à la fin des années 70-80, on est frappé par les, comment dirais-je, les promoteurs de l'économie sociale. On est frappé à la fois par l'optimisme qu'il dégageait. Souvenez-vous qu'on était dans une époque où le programme du Parti socialiste, c'était changer la vie. Il y a quelque chose de cela qui transparaît, comment dirais-je, dans l'économie sociale. On va changer la vie. Et on n'hésite pas, et je pense par exemple à Frédéric Delal, qui explique carrément, on va mettre en place des institutions qui mettront à bas le capitalisme. Et bon, d'autres disent aussi, je veux dire, c'est complètement impensable d'aujourd'hui. C'est complètement impensable d'aujourd'hui. L'économie sociale pensait, croyait, le voulait, je ne sais pas, pensait pouvoir changer la société et changer profondément la société. Et même si elle était assez proche de la deuxième gauche du Parti socialiste, elle brassait évidemment, comment dirais-je, beaucoup plus loin, même si elle était de ce côté-là. Si on regarde maintenant l'économie sociale et solidaire, bon, d'abord, on voit que cette dernière est apparue ensuite.
À mon avis, cette dernière, je la vois comme apparaissant à partir des années 1990. Et je fais tout de suite une remarque, elle naît donc dans un monde radicalement différent. Radicalement différent. Pourquoi? Parce que le monde a changé, parce que le monde a changé sur un tas de points, en particulier le fait de choses très importantes. La crise économique, le retournement économique auquel on avait assisté en France, en Europe et dans le monde en 1960 s'approfondit et s'aggrave. En particulier, le nombre de chômeurs qui a commencé à augmenter en 1975 explose dans les années 90 et les besoins sociaux deviennent absolument énormes. Absolument énormes. Le contexte politique international n'est pas non plus du tout le même, en particulier parce qu'il s'est produit un événement fondamental qui a mis fin au XXe siècle, au court XXe siècle, comme dit un grand historien anglais qui s'appelle Hobsbawm, et c'est l'implosion de l'Union soviétique et des démocraties populaires en 1989-1991. Et je pense que quelque part, nous sommes encore dans ce monde-là, mais nous ne sommes plus du tout dans le monde où était l'économie sociale des années 1970. Autant l'économie sociale des années 70 et du début des années 80 était offensive, optimiste, pensait changer la vie, pensait changer le monde, il me semble que l'économie sociale et solidaire participe beaucoup plus d'une vision défensive, de réparer un certain nombre de dégâts sociaux causés par le chômage, causés par la destruction de la planète, causés par différentes choses, et que donc on a complètement changé sur ce